Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live Nabla. Et aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'inviter le docteur Jean Chambry qui va nous rejoindre. Voilà, invité. Voilà, on attend qu'il arrive puisque ce soir, le thème c'est dysphorie de genre et que le docteur Jean Chambry est un grand spécialiste de la question. Voilà, bonjour Jean. Bonjour. Nous voilà connectés. Voilà, ça y est, on y arrive. Bon, donc j'étais en train de te présenter. D'abord, je voulais te remercier au nom de Nabla de participer à notre live. Et pour te présenter, donc, Jean Chambry est pédiatre, pédopsychiatre, médecin, et chef de pôle au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences. Et il suit une très importante cohorte de patients d'âges différents et dont il va nous parler et qui consultent pour ce qu'on appelle des dysphories de genre. Donc, je pense que dans un premier temps, ce serait bien que tu nous donnes un peu la définition de ce qu'est une dysphorie de genre. Oui, alors en fait, c'est un concept qui est arrivé en 2015 et qui va faire vraiment rupture avec toute la conception psychiatrique autour du genre. Alors, pour rappel, bon, alors nous, on est des mammifères à la base, et chez les mammifères, il y a des mâles et des femelles en fonction de leurs organes génitaux, de leur capacité de reproduction. Donc ça, c'est la réalité biologique. Mais on est des êtres humains, et la particularité des êtres humains, c'est de se penser, c'est d'avoir une conscience de soi, une conscience réflexive. Et à partir de là, évidemment, ça complique les choses parce qu'il y a la réalité biologique du corps qui est limitée, mais dans la façon de se penser, il y a plein de façons de se penser, et en particulier de penser son identité. Donc ça fait longtemps qu'on sait que cette question de l'expression homme-femme s'exprime dans une culture donnée avec ce qu'on appelle effectivement les stéréotypes de genre, dans une culture donnée, de ce qu'on se représente, de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme. Évidemment, ces notions sont très, très relatives. Mais c'est vrai que jusqu'en 2015, les psychiatres ont soutenu que normalement, on était censé construire une identité qui reprenait notre différence biologique. Et donc, forcément, si on a un pénis, on doit se sentir homme. Si on a un vagin, on doit se sentir femme. C'était les représentations qu'on avait en psychiatrie. Et en 2015, et donc les gens qui ne répondaient pas à ça présentaient ce qu'on appelait un trouble de l'identité de genre. Et c'était considéré comme une pathologie psychiatrique et qu'on appelait transsexualisme en fait. Hein, mais donc on était quand même du côté du trouble. Et donc en 2015, donc la Société américaine de psychiatrie se prononce pour dire non, il n'y a pas de normes dans la construction identitaire. Nous ne sommes pas limités dans notre identité à la réalité biologique de son corps. Et ce n'est donc plus une pathologie. Donc le terme de transsexualisme, on l'abandonne parce que c'est un terme qui est daté. Et on va parler au sens très général de transidentité. Mais par contre, on s'aperçoit que dans ce groupe de personnes trans, donc qui vont avoir une identité qui dépasse la question des limites biologiques de leur corps, eh bien, ils peuvent avoir une souffrance. Ils peuvent avoir une souffrance avec leur corps, ils peuvent avoir une souffrance dans le regard des autres, et donc c'est ça qu'on va appeler la dysphorie de genre, la souffrance qui est provoquée dans une situation liée à un vécu transidentitaire. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont une transidentité ont une souffrance, mais certains en ont une, et c'est une volonté de faire reconnaître cette souffrance tout en insistant sur le fait qu'on va respecter la construction identitaire de la personne qu'on rencontre et qu'on sort de la question des normes limitées à la réalité biologique de notre corps.
mais le terme ne plaira pas finalement. Ce terme qui a été pensé comme un progrès par rapport au positionnement des psychiatres maintient quand même la place de ce concept dans les troubles psychiatriques. Et c'est pour ça que finalement, je ne suis pas sûr que le terme va rester. Bon, c'est un terme Ouais. qui est encore utilisé, que certaines personnes aiment utiliser pour parler de leur souffrance. Ils disent, bah, je vis un moment de dysphorie en ce moment. Et ils font référence à ce vécu difficile d'une identité qui est, euh, qui est à distance de la réalité biologique. Mais ce n'est pas sûr que ce terme se poursuive. D'accord. Mais est-ce que du coup, ces sentiments de ne pas appartenir au genre qui a été assigné éventuellement, enfin qui a été assigné à la naissance, est-ce que c'est une perception de son corps qui peut démarrer tôt, qui peut démarrer dans l'enfance? Ou alors est-ce que ça peut changer? J'ai vu des témoignages là de jeunes qui, au contraire, expliquaient que, enfin, ils s'étaient sentis assignés dans un autre corps relativement tard, à l'âge de 20 ans. J'ai parlé à deux jeunes qui étaient en prépa et qui, en quelques mois, ont voulu changer d'identité. Bon, du coup, comment les choses se passent? Est-ce que ça peut commencer très tôt? Est-ce que ça peut commencer plus tard? Alors, c'est ça qu'il faut accepter, c'est qu'il n'y a pas un parcours typique de transidentité. Hein, donc, c'est ça aussi qu'il faut. Donc, il ne va pas y avoir une case très claire. On voit d'énormes différences. Il y a des personnes chez qui ça commence très tôt. Dès l'enfance, il y a un conflit qu'ils ressentent, qu'ils vont exprimer, ils vont trouver des mots pour pouvoir l'exprimer. Les parents vont en entendre quelque chose et vont accepter de l'accompagner. D'autres, finalement, ne se posaient pas tellement de questions dans l'enfance, mais au moment de la puberté, quand le corps se transforme avec la puberté, alors là, il y a des questions qui se posent. Ils vivent mal ces transformations pubertaires et ça les interroge finalement sur leur identité et ça peut leur permettre d'exprimer à ce moment-là ce vécu. D'autres encore ont tellement intériorisé que les garçons ça doit être comme ça, que les filles ça doit être comme ça, ils ont eu parfois quelques questionnements, mais ils ont dit non, c'est trop bizarre, non, ça c'est pas normal de penser des choses comme ça. Et c'est plus tard dans leur vie d'adulte, en rencontrant des témoignages, disent mais tiens, ça ressemble à des choses que j'ai vécues et qui vont se l'autoriser à le penser. Donc on voit des révélations qui sont vraiment à différents âges et on ne peut pas dire qu'une forme serait plus vraie qu'une autre forme. Parce que c'est vrai aussi parfois, évidemment, par exemple, moi qui reçois des jeunes, les parents disent mais est-ce que c'est une forme typique de transidentité? Mais en fait, ça n'existe pas les formes typiques de transidentité. Il y a des cas qui débutent très tôt, d'autres qui débutent à différents âges. Donc c'est cette diversité qu'il faut pouvoir accompagner. Et donc, quelle est la place du psychiatre dans la réflexion du garçon ou de la fille qui ne se sent plus dans le corps qu'il a? Ah, Comment est-ce que tu les accompagnes, ouais. à la fois sur la souffrance dont tu parlais et à la fois sur la réflexion qu'il va avoir pour savoir s'il souhaite réellement une autre identité ou si finalement c'était un mal-être, Mm. c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne persiste pas. Alors pour resituer le contexte, effectivement, là, il y a une tension autour de cette question de la place du psychiatre, parce que pendant très longtemps en France, pour obtenir l'accès à l'endocrinologue ou pour obtenir l'accès au chirurgien, il fallait un certificat de suivi psychiatrique, considérait à cette époque que le transsexualisme était une pathologie psychiatrique. Donc, il y avait, donc là, c'est en train de changer tout ça. Et par contre, effectivement, on va se recentrer sur, mais finalement, à quoi ça sert de voir un psychiatre quand on se questionne autour de ça? Alors, ça peut servir déjà à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, s'autoriser à Bien mettre des sûr. mots en fonction de l'âge, en fonction de son éducation, en fonction, on voit bien que voilà, on a besoin de pouvoir discuter avec un professionnel voilà, pour mettre des mots sur les contradictions qu'on ressent, parce qu'effectivement, il y a la question de se sentir homme
ou femme. Mais aujourd'hui, il y a une approche non binaire du genre. Donc, on va aller au-delà de ça. On peut se sentir mi-homme, mi-femme. On peut se sentir ni homme, ni femme. On peut se sentir homme en début de semaine et plutôt femme en fin de semaine. Donc, il va y avoir une variabilité de ce ressenti de genre. Et là, il va falloir différencier ce qu'on s'autorise à penser dans son identité et puis entrer dans un parcours de médicalisation. Ça, c'est encore autre chose. Il y a Oui, s'autoriser et puis après, justement, parce qu'on va ressentir, certains ont besoin justement de se libérer, de pouvoir se penser en toute liberté dans leur identité, et ça va, et ça s'arrête là. D'autres, au contraire, sentent qu'il y a un malaise avec leur corps et qu'il faut intervenir sur ce corps, qu'il faut modifier ce corps parce que je ne je vais pas pouvoir m'épanouir dans ce corps tel qu'il est. Et donc là, effectivement, il va falloir accompagner ces changements corporels et puis prendre conscience des conséquences de ces changements corporels parce qu'il y a ce qu'on ressent sur l'instant quand on a 13-14 ans, mais il y a aussi les conséquences à long terme de ces transformations. Donc, par exemple, en termes de future procréation, en termes de relations amoureuses à construire. Et donc, on va, voilà, on n'est pas du tout là aujourd'hui dans une position normative qui serait on va vous ouais, de normaliser, jugement. mais plutôt Ouais. s'aider à se penser avec toutes les conséquences des choix qu'on va mettre en place et puis aussi pouvoir penser comment on va vivre une vie la plus normale possible. C'est-à-dire ne pas réduire son identité à cette question, ne pas réduire sa vie à cette question, mais Mm. aussi comment je vais construire mes amitiés, comment je vais construire mes projets professionnels, comment je vais garder ma place dans ma famille. C'est toutes ces dimensions-là et d'être vraiment dans une position d'accompagnant. C'est ça, parce que les personnes qui ont changé de genre ou de sexe ont ensuite à s'intégrer nouvellement dans leur famille, dans leur métier, enfin, dans leur famille antérieure et puis dans la famille qu'ils ont construite. J'imagine que c'est pas très simple. Ben, c'est surtout qu'en plus, par exemple, il y a des parents qui ont le sentiment qu'ils vont perdre l'enfant d'avant pour accueillir Ouais, un nouvel enfant. Et pour l'enfant lui-même, c'est assez insupportable ça, parce que lui, il le vit comme une continuité. Il le vit bah pas oui, comme j'étais un enfant avant, puis je suis un enfant différent. Non, c'est une continuité. Donc il y a tout cet accompagnement de ce qu'il ressent et comment aussi le partager avec sa famille pour garder sa place d'enfant. Et puis après, il y a effectivement toutes les questions qui vont se poser. Par exemple, je suis un jeune homme trans, physiquement, j'ai tout à fait l'apparence d'un jeune homme trans, mais par contre, je n'ai pas de pénis, je n'envisage pas de pénis parce que la réalité chirurgicale est très compliquée, de construction pénienne, c'est très compliqué avec beaucoup d'échecs. Mais comment, dans ma vie amoureuse, je vais rencontrer une femme, si je suis attiré par une femme, comment je vais aborder cette question-là? Si je suis un homme gay, comment j'aborde aussi cette question-là avec les garçons que je fréquente? Donc, il y a envisager toutes ces perspectives pour ne rien s'interdire, se dire, voilà, si j'ai envie de faire telles études, je vais pouvoir faire telles études, si j'ai envie de travailler dans tel milieu, et ne pas se dire, non, je ne peux pas parce que je ne vais pas être accepté. Donc, il y a tout cet accompagnement du quotidien pour leur permettre vraiment de s'autoriser tous les possibles et essayer d'avoir une vie la plus banale possible. ouais, c'est ça. Et les parcours de prise en charge du coup physique, somatique, sont des parcours qui sont quand même très éprouvants, non? Très, et puis longs. Alors après, ça va dépendre un petit peu à quel moment on s'engage. Alors dans la réalité de ce qui est possible aujourd'hui, alors il y a déjà ceux qui sont enfants et qui commencent leur adolescence. Hein, ils sont enfants, ils commencent leur adolescence, ils ont déjà des représentations assez claires sur ce qu'ils ressentent et ils sont très inquiets des transformations pubertaires. Les transformations de la puberté ont commencé et ça les fait beaucoup souffrir. Pour cela, on va pouvoir proposer un blocage de la puberté, qui est un traitement totalement réversible. Hein, donc, il n'y aura pas de séquelles de ce blocage. Mais pour
permettre à l'enfant de grandir, de continuer à réfléchir sur son identité et de ne pas souffrir de la réalité des transformations corporelles. Alors, ça le maintient effectivement dans un état un peu suspendu, mais qui lui permet d'avancer dans son identité. À partir de 16 ans, effectivement, alors il y a ceux qui ont bénéficié du blocage de la puberté, ceux qui n'ont pas bénéficié, mais à partir de 16 ans, ceux qui ont eu le blocage, on va pouvoir soit relancer la puberté physiologique, parce que finalement, avec le temps, avec ce temps, je me rends compte que je vais pouvoir vivre avec ce corps biologique. D'autres qui, au contraire, disent bah non, là, moi, j'attends des transformations pubertaires, mais dans l'autre sexe. Et donc, il va y avoir cette prise de décision, si les parents sont d'accord, bien sûr, hein, tout ça n'est possible qu'avec l'autorisation parentale, Oui. d'envisager effectivement les transformations hormonales, soit prise de testostérone quand on est un jeune homme trans, soit prise d'œstrogène et de bloqueur de testostérone quand on est une jeune femme trans. Après, il n'y aura pas d'intervention chirurgicale avant 18 ans, en dehors du fait, pour les jeunes hommes trans, de la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une torsoplastie, c'est-à-dire la possibilité d'enlever les seins, en fait, pour avoir un torse d'apparence masculine. Ça peut s'envisager à partir de 16 ans. Mais il n'y aura pas d'intervention chirurgicale génitale. À partir de 18 ans, alors là, on va rentrer. Alors évidemment, il y a aussi plein d'accompagnements possibles, l'orthophonie pour apprendre à placer sa Oui. tête différemment, la dermatologie avec des épilations pour les jeunes femmes trans. Donc et puis alors il y a une vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de congeler les gamètes. Hein, Ouais. de soit prélever les ovocytes avec ou sans stimulation ovarienne, soit congeler les spermatozoïdes, dans l'idée que les lois de bioéthique françaises évoluent et permettront peut-être dans l'avenir d'avoir accès à des formes de procréation qui permettront d'être parents avec ses propres gamètes. Après, c'est là où les interventions lourdes peuvent s'envisager, parce que là, on est sur des interventions beaucoup plus lourdes, soit la vaginoplastie, qui est une intervention qui reste lourde, mais qui a beaucoup d'années d'expérience, mais qui est quand même une intervention lourde, qu'il faut pouvoir effectivement anticiper, accompagner. C'est une intervention qui est longue, et puis en plus, il y aura tout un suivi post-opératoire qui prend beaucoup de temps. Et puis, il y a le questionnement de la phalloplastie, qui est une intervention à elle beaucoup moins au point, avec Ouais. beaucoup de techniques. Et voilà. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'avantage aujourd'hui en France, c'est que pour changer son sexe, pour changer de prénom, c'est une démarche qui est totalement démédicalisée. Donc, on peut changer son prénom sans prise en charge médicale. On peut changer son sexe sans prise en charge médicale. Donc, on voit que du coup, par exemple, il y a pas mal de jeunes hommes trans qui n'envisagent pas de phalloplastie parce que c'est une intervention trop aléatoire, mais qui vont pouvoir quand même s'affirmer en tant qu'hommes et bénéficier de papiers adaptés à leur situation. Ça doit poser quand même. Ça doit pas être simple pour eux au quotidien, quand même, non pour certains hommes trans. J'ai lu des témoignages d'hommes qui. Enfin, oui, d'hommes trans sans phallus, sans pénis, et pour lesquels la fréquentation des vestiaires, des toilettes, etc., était problématique. Alors oui, ça c'est toute cette difficulté du quotidien, de la gestion des. Alors par exemple pour les plus jeunes, les voyages de classe, la question du sport par exemple. Alors est-ce qu'on fait du sport avec les filles, est-ce qu'on fait du Ouais. sport avec les garçons, etc. Donc c'est vrai que alors quand même sur le terrain, ce que je peux témoigner, c'est que quand même l'école française, on la critique souvent, mais là du coup sur ce côté-là on a beaucoup de souplesse, on a beaucoup d'adaptation, ça c'est quand même une réalité. Dans la plupart des grandes écoles et des facultés aussi, on a quand même pas mal d'adaptation. Peut-être où c'est plus difficile, c'est parfois dans le milieu professionnel, où ça peut être plus compliqué. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des milieux. Il y a quand même des grandes différences. C'est pour ça aussi que notre soutien, c'est les aider à s'exprimer. C'est-à-dire que on voit bien que ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui peuvent s'affirmer dans leur transidentité, qui ne vont pas masquer les choses. Alors c'est vrai que c'est douloureux parce que
certains aimeraient voilà, qu'on me considère comme un homme comme les autres, je ne vais pas me justifier, je vais pas, voilà, je suis une femme comme les autres. Mais on voit bien que bah, dans un certain nombre de situations, il va falloir pouvoir affirmer sa transidentité et se faire accepter dans cette transidentité. Ça nécessite beaucoup d'explications. Euh, Après, on voit bien aussi quand même, enfin moi ce que je vois aussi dans beaucoup de familles, c'est qu'il y a les a priori qu'on peut avoir quand on ne connaît pas la réalité, et puis il y a ce qu'on vit avec une personne proche, et ça aide beaucoup à modifier les représentations. Ouais. Et il y avait un article qui est sorti ce matin dans un quotidien qui parlait euh, de modifier la loi pour que les enfants qui naissent intersexués, donc les enfants qui ont un phénotype masculin, éventuellement un génotype féminin ou l'inverse, et dont les parents sont actuellement obligés de déclarer un sexe à l'état civil en choisissant éventuellement avec des pédiatres et des chirurgiens le futur sexe de leur enfant. Certains militent actuellement pour que ces enfants-là ne soient pas assignés dans un sexe ou dans un autre, qu'ils puissent avoir les deux et, in fine, choisir. Mais du coup, est-ce que ça ne met pas les parents dans une situation compliquée? Alors, ça, c'est un vrai problème. On voit bien que ça pose des questions de fond. Et derrière ça, il y a une vraie question. Est-ce qu'un enfant peut se construire une identité sans être désigné comme garçon ou fille? Voilà. Donc ça, c'est une question de fond qu'on n'arrive pas à trancher parce que bah, finalement, on a peu d'expérience d'enfants qui ont pu se construire une identité sans être désignés comme garçon ou fille. Donc ça paraît une évidence qu'on est obligé d'être désigné comme garçon ou fille pour se construire, mais peut-être que c'est une fausse évidence. Donc c'est pourquoi, par exemple, mais pour autant, il y aura bien des questions. Par exemple, il va falloir choisir un prénom. Alors, Ben, voilà, par exemple. Alors, bien sûr, on a des prénoms neutres, hein, Claude, Camille, etc. Mais c'est pas évident. Alors, c'est vrai qu'en Allemagne, ils ont fait le choix il y a plusieurs années, dans ce contexte-là, de proposer la neutralité. Effectivement, de ne pas être désigné comme garçon et fille, le temps de, parce que effectivement, dans les enfants, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les enfants qui ont ces troubles du développement du sexe, qu'on appelait effectivement intersexes, parfois il y a des interventions qui sont nécessaires parce qu'elles sont nécessaires à leur pronostic vital, elles sont nécessaires pour qu'ils puissent vivre. Mais il y a des interventions qui ne sont pas indispensables, mais qui étaient pratiquées pour justement permettre un certain ouais, réalisme. Hein, c'est-à-dire que, voilà. Et c'est ça qui est remis en question, puisque effectivement, certains enfants ont pu exprimer qu'une fois adolescents, jeunes adultes, ils regrettaient les interventions qui avaient été produites et qu'ils auraient préféré avoir le choix. Donc le problème, c'est que le temps que l'enfant ait le discernement suffisant, ça ouais. va prendre du temps. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir accepter que cette neutralité, elle dure, si on va vers la neutralité, voilà, au moins jusqu'à la fin de l'adolescence pour se positionner. C'est Alors, ça, bon, en ça. Suède, ils avaient fait l'expérience, mais on n'a pas le retour. Parce qu'évidemment, ce qui est important dans ces situations, on voit bien que dans ces sujets, il y a des dimensions de choix de société hein, qui dépassent complètement les enjeux médicaux, mais on aimerait aussi avoir quelques études scientifiques de suivi qui nous permettent d'avoir des Mm. représentations un peu mieux construites. Donc, en Suède, il y a plusieurs crèches qui ont fait le choix d'élever leurs enfants qui n'étaient pas intersexes, mais dans cette neutralité pour voir un peu, mais on n'a jamais eu le retour de ces études, donc c'est vrai que ça reste questionné et puis ça reste très ponctuel en fait. Il n'y a pas eu de grandes expériences à ce sujet. Ouais. Et alors, pour revenir aux jeunes gens, aux jeunes adultes qu'on voit actuellement, euh, je lisais aussi sur des forums le fait qu'il y a beaucoup plus de jeunes gens qui maintenant sont, comme tu le dis, hommes en début de semaine, femmes en fin de semaine, ou hommes et femmes, enfin, des gens qu'on ne rencontrait pas il y a quelques années à la terrasse des cafés. Donc, comment les choses ont évolué pour euh, faire ce constat maintenant?
Alors moi, je pense qu'il y a vraiment un effet générationnel, c'est-à-dire que, alors parce que finalement, ce mouvement transgenre, il débute dans les années 90 avec les travaux de Judith Butler. Hein, donc Judith Butler est philosophe américaine, voilà, et Oui, ouais, elle va écrire ce livre Déconstruire le genre, où elle dit finalement euh, on attache trop d'importance à la réalité biologique mâle-femelle dans notre construction identitaire. Les médecins, finalement, tout ça, ils soutiennent, mais au fond, une norme. Ouais, on pourrait se penser libéré de cette réalité biologique dans notre construction identitaire. Donc effectivement, là elle met vraiment un pavé dans la mare. Et ça a fait des années, finalement, il va falloir des années pour que cette idée finalement progresse dans les mentalités. Et je crois que là, effectivement, depuis une dizaine d'années, il y a vraiment un certain nombre de personnes qui se sentent d'ailleurs concernées ou pas, qui adhèrent à ce concept d'identité libéré de la réalité biologique. Alors, il y a certains que ça effraie, hein, et qui disent mais c'est n'importe oui, quoi, mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Mais on sait bien que ben, les adolescents, les jeunes adultes, ils se saisissent des nouvelles modalités d'expression, et je crois que bah oui, il y a une nouvelle façon de pouvoir se penser, parce que quand on interroge par exemple des personnes trans de ma génération, de plus de 50 ans par exemple, et et quand on parle avec eux, mais vous, dans l'enfance, dans l'adolescence, comment vous avez vécu les choses? Ils disent bien, c'était interdit. Il y avait une censure, il y avait quelque chose où ce n'était pas possible de se penser comme ça. c'est ça. On nous renvoyait, c'est pathologique, c'est un trouble, c'est pas normal, c'est fou. Alors que effectivement, ben, les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, ils ont bien entendu que ce n'était pas de la folie, que c'était pas du trouble, et du coup, bah, ils s'autorisent à pouvoir le penser. Mais tous ne vont pas aller forcément vers des démarches médicales. C'est ça que je voudrais Oui, préciser. Hein. C'est juste que oui. on se pense différemment, et certains auront besoin d'une démarche médicale. Et là, il faut en penser toutes les conséquences et les accompagner. Mais donc c'est pour ça qu'il y a vraiment deux positions. Il y a la liberté de se penser dans ce nouveau modèle, et puis le besoin du recours au traitement hormonaux et chirurgical qui est d'un autre aspect. Qui est d'un autre aspect. C'est ça. Ah oui, ça c'est très intéressant de voir en effet qu'on peut se sentir garçon-fille, mais sans aller jusqu'à la chirurgie. Et que d'ailleurs, le changement d'état civil a été très largement simplifié très récemment, enfin, et puis assez brutalement d'ailleurs. Oui, Alors qu'on est. ça a été très discret. C'est Oui, la fin du régime Hollande. C'est vraiment avant de quitter. Ils ont passé la loi vite fait. Et le décret d'application, c'est mars 2017. Et après, les gens ont pu s'en emparer. Alors, le changement de prénom, c'est vraiment très facile. Hein. C'est vraiment une démarche auprès de l'état civil de sa mairie de domiciliation ou de sa mairie de naissance. Le changement de sexe, c'est un petit peu plus lourd. Faut déposer un dossier au tribunal de grande instance, mais c'est de plus en plus une formalité. Hein. Au départ, il fallait un avocat pour se faire représenter, oui. etc. Mais là, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est vraiment, ça se passe assez bien. Il fallait un avocat et il fallait prouver qu'on avait anatomiquement changé de sexe. Alors ça, c'était avant 2017. Oui, là, il fallait. Alors là, bon, il y avait déjà eu des jurisprudences qui n'avaient pas respecté, mais oui, au tout départ, il fallait. Bah, parce que qu'est-ce qui se passe? Et ça sera une situation à laquelle on sera confronté. La crainte du législateur, c'est de se dire, oui, mais attendez, si demain il y a des hommes trans qui gardent leur capacité de reproduction, donc on va avoir des hommes qui accouchent. Eh ben oui, on va avoir des hommes qui accouchent, c'est Oui, clair, c'est on ça. va avoir des hommes qui accouchent. Mais c'était la grande angoisse du législateur qui, du coup, quasiment imposait une stérilisation pour être sûr qu'on n'allait pas se retrouver dans cette complexité. Et la France a été condamnée pendant des années hein, pour une loi mutilante, puisque du coup,
effectivement, la loi obligeait d'aller vers une intervention génitale de stérilisation pour obtenir le changement de sexe. Donc, c'est en ça que, heureusement, en 2017, on a pu arrêter cela. D'accord. Et est-ce que donc c'est vis-à-vis de la société, justement, où on voit de plus en plus de jeunes qui ont décidé d'être trans ou intersexes ou bi, voilà, est-ce que les choses sont de plus en plus acceptées maintenant? Ah ben alors moi, oui, enfin, moi, ça fait 10 ans que j'ai une consultation d'accompagnement des adolescents et jeunes adultes trans. Oui, j'ai vu une transformation sociétale très importante, mais qui vient des jeunes eux-mêmes. Ouais, C'est-à-dire que ceux qui sont les plus en difficulté sur ces questions sont les adultes, hein. Les adultes en particulier de notre génération ou des 40 ans, des 30 ans, peut-être un peu moins, mais c'est ceux-là qui ont tellement été construits dans cette évidence de la réalité biologique que c'est pas simple de se confronter à ça. Mais dans les faits, effectivement, il y a énormément de soutien entre jeunes sur ces questions-là. C'est vraiment une revendication de beaucoup de jeunes professionnels. Moi, je vois quand je fais des cours à des étudiants qui ont 20, 25 ans, pour eux, c'est une évidence. C'est même pas une question, quoi. C'est une ouais, évidence que c'est comme ça qu'il faut penser, ce qui est assez surprenant quand on vient d'une autre génération. Voilà. Alors après, effectivement, parfois, nous, et là, c'est notre rôle, on va avoir une famille en grande souffrance parfois qui n'accepte pas, ouais. qui ne comprend pas, qui risque de rejeter son jeune parce qu'il ne l'accepte pas. Alors, il faut quand même dire que dans la majorité des cas, les parents vont quand même accompagner, vont comprendre. Alors, effectivement, il y a des parents qui vont rester sur l'idée, moi, je ne prendrai pas de décision sur ton changement de corps. Je trouve que c'est une responsabilité que tu devras porter. Donc moi, ma position, c'est tu vas attendre 18 ans et à 18 ans, tu feras les choix que tu penses bon, mais moi, je ne veux pas prendre une responsabilité que tu risquerais de regretter. D'autres vont plutôt se dire, bah, je vois bien qu'il y a une telle souffrance qu'on ne peut pas attendre les 18 ans. Donc, il va y avoir... Mais quand même, la majorité des familles vont accepter de genrer différemment, vont accepter le changement de prénom. Dans quelques situations, effectivement, bah, ça peut être nécessaire d'avoir recours au service de protection de l'enfance parce que là, il y a quelque chose qui est tellement tendu, mais c'est quand même assez exceptionnel. Alors vous allez me dire, c'est assez exceptionnel pour ceux qui viennent nous voir, parce que déjà, ceux qui viennent nous voir, bah, il y a déjà une certaine ouverture. Et on peut imaginer qu'il y a des jeunes qui, dans leur famille, n'ont même pas la possibilité de venir nous voir parce qu'il y a une telle opposition. Alors, ça peut être des convictions idéologiques, ça peut être des convictions religieuses, mais quand même, la société a quand même beaucoup changé sur Bien sûr, bien sûr. dimension-là. Et dans les parcours de changement de sexe, est-ce que du coup, la consultation ou le suivi par un psychiatre est obligatoire Ah, alors là, ça reste encore ambigu. d'après la loi, enfin actuellement? Bah, c'est-à-dire que en ce qui concerne les changements administratifs, non, pas du tout, hein. Ouais, On peut faire des changements administratifs sans avoir jamais rencontré un psy. Ça, c'est clair. En ce qui concerne l'accès aux hormones, il y a des endocrinologues qui vont accepter, il y a des médecins généralistes même, qui vont accepter de prescrire le traitement hormonal, bon, quand même en général plutôt à des adultes du coup, sans avis psy. Il y a une pratique qui existe. Et c'est pour ça que effectivement, il faut revoir les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui guident un peu nos pratiques, parce qu'elles datent de 2009, et à l'époque, en 2009, on disait non seulement qu'il fallait un avis psy, mais qu'il fallait un suivi psy. Hein, ouais. c'est-à-dire que, voilà, parce que je pense que peut-être sur la question de l'avis psy, ça se discute, mais la question du suivi psy, alors là, c'est vrai qu'il y a des situations où parfois, il faudra un suivi psy parce que voilà, c'est tellement une évidence pour la personne elle-même que ça pose question. Pour ce qui concerne la chirurgie, pour la chirurgie, il va falloir une entente préalable avec la sécurité sociale sur le remboursement.
Et il y a un vieux texte qui date de 1989, donc qui est très ancien, et qui dit que la vaginoplastie ne peut être remboursée que s'il y a un suivi de plus de 2 ans avec un psychiatre. Donc, en fait, à partir de ce vieux texte, il y a des médecins conseils de la sécurité sociale qui disent: ah non, non, mais moi, je ne rembourse rien si je n'ai pas un certificat du psychiatre et s'il n'y a pas un certificat de suivi qui atteste qu'il y a eu 2 ans de suivi. Donc là, c'est toute la question du remboursement qui est interrogée. Et en ce moment, effectivement, ça se crispe un peu avec la sécurité sociale sur cette question-là. Donc, le psy a un rôle plutôt d'accompagnant, d'aider à répondre aux questions qui sont posées et qui, quelquefois, traduisent une grande souffrance sur qui on est, ce qu'on va devenir, comment on va vivre, etc. C'est pas une obligation, mais souvent, c'est intéressant d'être accompagné par un psy. Oui, et c'est ça qui est. Et d'ailleurs, ça change la rencontre parce que, effectivement, si la personne vient nous voir en disant: je suis obligé de venir vous voir parce que sinon, je n'aurai pas accès à ça et à ça, ben, c'est vrai que ça biaise un peu quand même la rencontre. Alors que si la personne vient nous voir avec l'idée, ben là, quand même, j'ai une difficulté sur tel point ou sur tel autre. Alors, moi, la chance que j'ai, c'est que tous les jeunes que je rencontre, c'est vraiment des jeunes qui sont d'accord pour venir et qui viennent parce que ça permet d'expliquer des choses aux parents, ça permet d'être un médiateur à l'école pour intervenir sur certains aspects, dans le milieu professionnel, pour ceux qui font des études professionnelles. C'est vraiment, voilà, on accueille la parole sans jugement, sans vouloir la normaliser, et on va penser avec eux les effets de cette parole. Finalement, bah, ok, vous vous sentez comme ça, et comment vous allez pour pouvoir vivre ça, à quoi il faut se préparer comme situation, ne pas se mettre en danger. Par exemple, il y a une très grande injustice encore culturelle dans notre pays, c'est que finalement, les jeunes hommes trans sont bien mieux acceptés que les jeunes femmes trans. C'est-à-dire que c'est comme si culturellement, on pouvait accepter qu'une femme qui se masculinise, se virilise, bon, c'est un garçon manqué. Mais alors, un homme qui se féminise, ah non, là, c'est quand même plus problématique. Donc, et donc là, on voit par exemple que les jeunes femmes trans, ben, on va aussi faire tout un travail de réflexion sur faire attention de ne pas se mettre en danger dans les milieux où on va. Voilà, je pense à une jeune femme trans, par exemple, qui faisait des études de coiffure dans un lycée professionnel. Bon, voilà, il a fallu vraiment voir un petit peu parce que voilà, elle était source d'insultes, parce qu'elle était au début de parcours de transition, donc on voyait bien effectivement que voilà, il y avait quelque chose en construction, et donc c'est toute cette réalité-là qu'on va penser ensemble pour pouvoir se préparer à ces situations qui peuvent être très, très délicates. D'accord, bon. Ben écoute, tu nous as bien expliqué un peu la réalité, la situation de ces jeunes gens. J'ai regroupé un peu les questions qui arrivent sur le fil de Instagram, mais là, il n'y a plus de questions. Je pense que tu as dû répondre à pas mal d'interrogations, pas mal de questions que les gens se posent. Voilà, si tu n'as plus rien à dire, je pense que on a pas mal fait le tour de la question quand même. Tu nous as bien éclairé sur ce que ça représente, sur cette situation. Alors après, effectivement, le sujet que nous, on a travaillé vraiment avec les jeunes adultes, c'est ce que tu disais, c'est là où c'est le plus difficile, c'est pendant un temps, dans le moment d'affirmation identitaire, il y a vraiment effectivement cette étape de s'affirmer, de se positionner dans son identité. Mais après, il y a la question d'être amoureux. Ah oui. Et comment on rencontre l'autre dans cette particularité, comme tu l'as évoqué. Je suis un jeune homme trans. J'ai tout d'un jeune homme, la voix, la présentation, etc. Je suis amoureux des femmes, mais j'ai pas de pénis.
comment je vais aborder cette question-là? Comment je peux le penser? Comment on peut quand même être dans la séduction, mais en ayant cette réalité-là? Et donc ça, c'est tout. On voit bien que c'est un sujet qui est au départ un peu évité, parce que pour l'instant, c'est pas ça l'important. L'important, c'est d'être à l'aise dans son identité. Ouais, Une ouais. fois qu'on a avancé dans son identité, ben, il faut pouvoir maintenant explorer aussi cette autre question qui est comment rencontrer l'autre. Et alors, effectivement, dans l'approche non binaire aussi, bah oui, je suis femme le lundi, homme le jeudi, mais du coup, comment construire une vie amoureuse avec cette particularité? Donc ça, c'est vraiment le sujet qui est à explorer, mais qui ne peut pas se faire tout de suite, qui va se faire dans un deuxième temps. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain. Bon, et donc on encourage en tout cas ceux qui s'interrogent ou ceux qui ont du mal à répondre à leurs propres questions à consulter des psys spécialisés dans le sujet qui les recevront sans jugement et qui les aideront à discerner un peu les choses et à aller mieux. Voilà. Et pas dans un vécu d'obligation, mais vraiment d'être au service des personnes pour bah, se connaître le mieux possible et pour pouvoir du coup faire les meilleurs choix possibles pour avoir une vie la plus épanouie. Et encore une fois, l'idée, voilà, ce qu'on peut espérer dans le futur, c'est que tout ça sera très banal dans 20 ans. Peut-être qu'on n'en parlera même plus, ça sera plus un sujet. C'est ça qu'on peut espérer. Très probablement. Mm. Non. Eh bien, écoute, on te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et vous pouvez poser des questions sur l'application Nabla. On pourra vous répondre si vous le souhaitez. L'application Nabla que vous pouvez installer gratuitement. Voilà, on remercie beaucoup Jean Chambry pour cet exposé formidable et ces explications. Très bonne soirée, Jean. Merci beaucoup. Bonne soirée à À tous. bientôt. À bientôt. Au revoir.